Je m'appelle Helen Marshall. J'ai 72 ans et je suis une professeure d'histoire à la retraite d'une petite ville du Missouri. J'ai toujours cru que la famille signifiait soutien et respect. Mais un jour, j'ai découvert par accident que mes enfants et petits-enfants avaient déjà commencé à planifier mes futurs adieux, alors que j'étais encore bien vivante et en parfaite santé. Ils ont même discuté de qui aurait quoi. Je suis restée silencieuse. J'ai écouté. Et puis, j'ai brisé leurs plans en éclats. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Helen Marshall. J'avais 72 ans lorsque les fissures dans ma vie paisible ont commencé à apparaître, bien qu'à l'époque, je ne les ai pas reconnues pour ce qu'elles étaient. J'avais vécu toute ma vie dans la même petite ville du Missouri. Après avoir enseigné l'histoire au lycée, pendant près de 40 ans, j'avais enfin pris ma retraite, troquant les tableaux noirs et les plans de cours contre des matinées lentes et de longs après-midi remplis de ce genre de calme qui me semblait autrefois un rêve lointain. Je vivais seule dans une modeste maison blanche, aux volets bleus, que mon défunt mari, Frank, et moi avions achetée ensemble lorsque nous nous sommes mariés. La maison avait vu des décennies de rires, de chagrin, de célébration et d'immobilité. Les parquets en bois craquaient sous des chemins familiers. La cuisine sentait légèrement la cannelle et les vieilles recettes. Et la balancelle du porche gémissait dans la brise, comme un vieil ami racontant des histoires d'antan. Mes journées étaient simples, mais bien remplies. Je me levais tôt, comme à l'époque où j'enseignais, incapable de rompre l'habitude de saluer le jour avant que le monde ne s'éveille vraiment. Je préparais une cafetière de café fort. Je la versais dans ma tasse ébréchée préférée, et je m'asseyais près de la fenêtre en regardant la brume se lever des champs derrière ma maison. Je passais des heures à m'occuper de mon jardin. Tomates, rosiers, un carré tenace de lavande qui refusait de pousser droit, peu importe avec quel soin je le taillais. Le mercredi, je faisais du bénévolat à la bibliothèque, rangeant des livres et lisant à voix haute à des enfants qui écoutaient avec de grands yeux et des jambes agitées. Le dimanche, j'allais à la petite église méthodiste au bout de la rue, où les bancs étaient remplis de visages familiers et où les hymnes résonnaient comme de vieilles promesses encore tenues. Mes enfants, Suzanne et David, vivaient en ville maintenant, à environ 1 heure de route. Ils venaient pour les vacances, appelaient quand ils s'en souvenaient. Ça ne me dérangeait pas. Je me disais que c'était naturel. Ils avaient leur propre vie, carrière, hypothèque, enfants. Je n'ai jamais voulu être un fardeau, jamais voulu qu'ils se sentent obligés de passer du temps avec moi, par culpabilité. Je chérissais les moments que nous passions ensemble, aussi rares soient-ils parfois. Suzanne était avocate d'affaires, vive et ambitieuse. Sa voix toujours sèche et efficace au téléphone, comme si elle insérait nos conversations entre 2 conférences téléphoniques. David travaillait dans la finance, ses journées englouties par les chiffres et les délais. C'étaient de bons enfants, brillants, responsables. J'étais fière d'eux. Je les avais élevés pour qu'ils soient forts et indépendants. Et ils étaient devenus exactement cela. Mes petits-enfants étaient une autre histoire. Occupés, distraits, toujours en mouvement. Je les voyais rarement en dehors des anniversaires et de Noël. Et même alors, leurs yeux étaient souvent plus concentrés sur leur téléphone que sur le monde qui les entourait. J'essayais de ne pas le prendre personnellement. Les temps étaient différents. Les gens étaient différents. Malgré la distance,
Je croyais que nous étions une famille cousue de fils invisibles, liés non pas par la proximité, mais par l'amour, par l'histoire, par les innombrables petits moments qui avaient construit une vie. Je croyais que, au fond, il se souciait de moi. Je vivais modestement. Mes économies de retraite étaient suffisantes, gérées avec soin après des années de prudence financière. J'étais propriétaire de ma maison, je n'avais pas de dettes, pas de soucis secrets. J'étais en bonne santé pour mon âge, de l'arthrite dans les mains, oui, et une légère claudication les jours de pluie. Mais rien qui m'empêchait de m'occuper de mes rosiers ou de faire une fournée de biscuits quand l'envie me prenait. Les voisins me disaient souvent à quel point j'étais chanceuse, à quel point il était rare de trouver une femme de mon âge si autonome, si dynamique. Je souriais et je les remerciais, mais intérieurement, je savais que ce n'était pas de la chance, c'était une vie de discipline, de choix prudents, de priorités fixées et respectées même quand le monde exigeait autre chose. Le soir, je m'asseyais sur le porche avec une couverture sur les genoux, un livre posé sur mes genoux, et je regardais le soleil plonger derrière les arbres. L'horizon s'embrasait d'or et de rose, et pendant quelques précieuses minutes, le monde semblait cousu par quelque chose de sacré. Je fermais les yeux, respirant l'odeur de la terre et de la lumière du soleil déclinante, et je me sentais en paix. C'était la vie que j'avais construite, calme, stable, honnête. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que quelqu'un pourrait la voir différemment. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que les personnes même que j'avais le plus aimées, les personnes que j'avais passé une vie à nourrir et à protéger, pourraient un jour voir ma vie non pas comme quelque chose de sacré, mais comme quelque chose à gérer. À l'époque, j'étais dans une ignorance bien heureuse. J'attendais toujours leur visite avec impatience, je planifiais de petits repas à l'avance, j'achetais leurs biscuits préférés, et je m'assurais que la maison soit chaleureuse et accueillante. Je croyais encore aux vieilles leçons, que si vous donnez de l'amour, vous le recevrez en retour. J'avais tort. Mais pendant ces premiers matins d'hiver, avant que la première véritable trahison ne se révèle, je vivais dans le calme doux et fragile d'une femme qui avait tout fait correctement et qui faisait confiance à cette justesse pour être suffisante. C'était un beau mensonge, et pendant un certain temps encore, je me suis permis d'y croire. C'était un samedi après-midi vif, lorsque j'ai entendu pour la première fois les mots qui allaient fracturer le monde que j'avais si soigneusement construit autour de moi. Le soleil était haut, mais mince, la lumière diffusée à travers les branches fragiles des arbres qui avaient, depuis longtemps, perdu leur couleur d'automne. J'avais été invitée à une petite fête d'anniversaire pour une vieille amie, Martha, une femme que je connaissais depuis que nos enfants étaient à la maternelle. C'était l'une de ces célébrations modestes que nous, les femmes plus âgées, avions appris à chérir, simples, authentiques, intactes, du besoin d'impressionner. La petite fille de Martha avait proposé d'organiser la fête dans sa maison de banlieue. C'était un endroit assez agréable, trop grand pour sa petite famille, avec une cuisine à air ouverte qui brillait d'appareils en acier inoxydable et de comptoirs en marbre impeccable. J'ai apporté une tarte aux pacanes, faite maison, soigneusement emballée dans un panier. Et j'ai porté mon plus beau cardigan bleu marine, celui avec les boutons de nacre. Le rassemblement était modeste, peut-être 15 personnes en tout. La plupart d'entre nous se sont regroupés dans le salon, sirotant des tasses de café ou de limonade, échangeant des conversations polies et décousues. Les plus jeunes allaient et venaient, vérifiant leur téléphone, riant trop fort à des blagues
que nous ne comprenions pas. Je me suis assise près de la cheminée, savourant la chaleur, quand j'ai entendu. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était même pas dit avec méchanceté, juste avec désinvolture, de cette manière irréfléchie dont les gens parlent quand ils pensent que personne n'écoute vraiment. Deux jeunes femmes discutaient juste derrière moi. J'ai reconnu l'une d'elles comme étant la nièce de Martha, et l'autre, seulement vaguement, a été présentée comme une amie de Suzanne, ma fille. Elles parlaient de leurs projets pour l'été à venir, énumérant les vacances, les mariages et les obligations familiales. Puis, l'une d'elles a mentionné le nom de Suzanne. Je me suis figée. « Elle s'occupe de la situation de sa mère en ce moment », a dit la jeune fille, en baissant à peine la voix. « Ils ont déjà commencé à planifier, tu sais, au cas où. C'est un peu morbide, mais intelligent, je suppose. Ils ne veulent pas être pris au dépourvu. » J'ai entendu l'autre jeune fille haleter, suivie d'un gloussement. « Comme les funérailles et tout ?» « Oui, a dit la première, en riant sous cape. Le tri du testament, aussi. Le partage des affaires. Je pense que Suzanne a déjà choisi quelques trucs qu'elle veut. » Les mots flottaient dans l'air, plus lourds que la fumée de la cheminée. Elles sont rapidement passées à un autre sujet, inconsciente de la bombe qu'elle venait de laisser tomber à mes pieds. Je suis restée parfaitement immobile, mes mains serrées autour de ma tasse de café, mon sourire figé. Ma fille, mon fils, planifiant mes funérailles, discutant de mes biens, divisant ma vie en petits paquets bien nets, alors que j'étais encore là, que je respirais encore, que j'étais encore capable de planter des rosiers, de faire des tartes et de me souvenir de chaque date de l'histoire américaine depuis la guerre d'indépendance. J'ai senti un vide s'ouvrir dans ma poitrine, un gouffre si profond qu'il semblait avaler les rires, la musique et la lumière de la pièce. J'ai eu du mal à respirer au-delà du serrement qui se formait à la base de ma gorge. Je suis restée à la fête pendant 1 heure de plus, souriant, hochant la tête, faisant la conversation, faisant semblant que tout allait bien. J'ai serré Martha dans mes bras pour lui dire au revoir. J'ai complimenté sa petite fille pour les décorations et j'ai promis d'appeler bientôt. Quand je suis sortie, l'air m'a giflé le visage de sa vivacité. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, chaque pas mécanique. Le plat à tarte, maintenant vide, me semblait insupportablement lourd dans mes mains. En rentrant chez moi, j'ai à peine remarqué la route. Les points de repère familiers se sont estompés dans un brouillard. Mon esprit tournait, rejoint la conversation encore et encore, disséquant chaque mot, chaque rire insouciant. J'ai essayé de me dire que c'était un malentendu, que j'avais mal entendu, que sûrement elle parlait de quelqu'un d'autre. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. J'ai repensé aux visites récentes. Comment Suzanne avait commencé à poser plus de questions sur la maison, le testament, mes comptes. Comment David avait semblé distrait, impatient, cachant à peine son ennui quand je parlais de mes projets pour le jardin ou la bibliothèque. Comment aucun des deux n'avait posé de questions sur ma santé de manière réelle, mais avait demandé, de manière pointue, mes plans de soins à long terme. C'était là depuis le début, n'est-ce pas? Je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Je suis arrivée dans mon allée, alors que les premières étoiles scintillaient au-dessus de moi. Ma maison, habituellement si accueillante, me semblait inconnue dans la pénombre grandissante. Je suis restée au volant un long moment, le moteur cliquetant en refroidissant, fixant le porche où la balancelle se balançait encore doucement dans la brise. Quand je suis finalement sortie de la voiture, je me suis déplacée lentement,
chaque articulation endolorie par le poids d'une vérité que je ne pouvais plus nier. À l'intérieur, j'ai posé le plat à tarte vide dans l'évier et je suis restée là, regardant par la fenêtre de la cuisine dans l'obscurité. J'ai pensé aux conversations que mes enfants devaient avoir sans moi. Réunions, SMS, discussions sur les pompes funèbres, sur le partage de la porcelaine et des bijoux, sur qui prendrait quoi. Et pas une seule fois, ils n'avaient à repenser à m'impliquer, à me demander ce que je voulais, à reconnaître que j'étais toujours là, toujours capable de prendre mes propres décisions, toujours digne de la dignité qu'ils étaient si prompts à m'enlever. J'ai ressenti du chagrin alors, non pas pour ma mort, qui viendrait en son temps, mais pour la mort d'une illusion, la croyance que l'amour suffisait à garantir le respect, que la loyauté était automatique, que la famille vous verrait toujours comme une personne, pas une possession. J'avais tort. Et debout là, avec le carrelage froid de la cuisine sous mes pieds et la nuit pressant contre les fenêtres, j'ai pris une décision. Je ne les confronterai pas. Je ne plaiderai pas pour la reconnaissance. Au lieu de cela, je récupérerai ce qui était à moi, mes choix, ma voix, mon héritage. Ils avaient fait leur plan. Il était maintenant temps pour moi de faire les miens. Le lendemain matin, je me suis réveillée bien avant le lever du soleil, la forme familière de ma chambre plongée dans de lourdes ombres. Je suis restée allongée là, à regarder le plafond, sentant un étrange engourdissement s'installer en moi, une douleur sourde et lancinante qui atteignait plus profondément que toute douleur physique que j'avais connue. C'était le genre de douleur qui ne vient pas d'une blessure, mais d'une trahison, le genre lent et corrosif qui ronge les fondations de tout ce que vous croyiez autrefois solide. La maison autour de moi craquait, comme elle le faisait toujours avant l'aube, s'installant en elle-même, respirant de cette manière profonde et lourde que les vieilles maisons ont quand le monde extérieur dort encore. J'ai écouté les bruits et j'ai pensé à combien de temps j'avais vécu entre ces murs, combien d'anniversaires, de Noël, de pièces de théâtre scolaires et de remises de diplômes ils avaient été témoins. Chaque photographie au mur, chaque entaille dans les boiseries, chaque égratignure sur le sol racontait une histoire de la vie que j'avais versée dans ma famille. Et pourtant, malgré toute cette histoire, malgré tout cet amour, mes enfants avaient à décider qu'il était temps de commencer à la démanteler sans moi. Pendant un certain temps, je suis restée complètement immobile, comme si bouger rendrait la vérité plus lourde, plus réelle. Puis, finalement, avec un effort qui semblait disproportionné par rapport à l'acte simple, j'ai balancé mes jambes sur le côté du lit et je me suis levée. Mes genoux ont craqué en signe de protestation, mais je les ai ignorés. J'ai accompli les gestes de ma routine matinale avec une précision mécanique. J'ai préparé du café, j'ai nourri les oiseaux dehors avec du pain rassis que j'avais gardé, j'ai arrosé les plantes qui bordaient le rebord de la fenêtre de la cuisine. Ces petits rituels m'avaient toujours apporté la paix, m'ancrant dans le rythme d'une vie bien vécue. Mais ce matin-là, il semblait creux, comme les échos d'une chanson dont je ne me souvenais plus des paroles. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon café refroidissant entre mes mains, fixant le jardin à travers la vitre. Les rosiers étaient maintenant flétris, leurs fleurs réduites à des cosses fragiles par le premier gel. Seule la lavande tenace restait verte, se pliant contre le vent froid, mais refusant de se briser. Il m'est alors apparu à quel point j'étais comme cette lavande, courbée, usée par le temps, peut-être plus aussi belle qu'autrefois.
mais toujours debout, toujours là. J'ai pensé à confronter Suzanne et David, à exiger une explication, à les forcer à me regarder dans les yeux et à admettre ce qu'ils avaient fait. Une partie de moi avait soif de cette justification, de la chance de les entendre trébucher sur des excuses et des apologies superficielles. Mais une autre partie, plus forte, de moi savait mieux. Ils ne verraient que pas ce qu'ils avaient fait comme une trahison. Ils le présenteraient comme du pragmatisme, comme de la sollicitude, comme de la responsabilité. Ils se diraient, et me diraient, qu'ils essayaient seulement de se préparer, de m'épargner des ennuis plus tard, de protéger mon héritage. Ils ne verraient pas l'arrogance de planifier ma mort avant que je n'aie fini de vivre. Ils ne comprendraient pas la violence de réduire une vie à une liste de contrôle. J'ai alors réalisé que chercher des excuses ne me laisserait que plus vide, pas moins. Le choc de cette compréhension pesait lourdement sur ma poitrine, un poids qui ne se soulevait pas, peu importe le nombre de respirations profondes que je prenais. J'étais seule dans cette affaire, et peut-être l'avais-je toujours été, d'une manière que je ne m'étais jamais autorisée à voir. Plus tôt j'accepterais cette vérité, plus tôt je pourrais commencer à agir d'une position de force et non de fierté blessée. Je me suis levée de table et j'ai traversé la maison lentement, touchant les bords des cadres photos, passant mes doigts sur les dos des livres que j'avais lus et aimés, traçant les bras usés des fauteuils qui avaient à bercer tant de soirées tranquilles. C'était ma vie, pas une collection d'actifs, pas une série de transactions futures en attente d'exécution. Une vie. Et elle n'était pas encore terminée. J'ai sorti un bloc-notes du bureau du salon, et je me suis assise avec un stylo. J'ai écrit une liste, non pas de possessions ou de legs, mais d'intentions. Je réécrirai mon testament. Je protégerai ma maison, mes finances, mon indépendance. Je déciderai de ce qu'il adviendrait de mes affaires, non pas parce que je voulais contrarier qui que ce soit, mais parce que je méritais d'avoir mon mot à dire dans le récit de ma propre vie. Je ne laisserai pas la fin de mon histoire s'écrire sans moi. Je retrouverai ma place d'auteur de ma propre vie, même si cela signifiait contrarier les personnes que j'aimais le plus. L'acceptation, j'ai réalisé, n'était pas une capitulation. C'était de la clarté. Et de cette clarté, je pouvais avancer, non pas avec amertume, non pas avec colère, mais avec la certitude tranquille et inébranlable que ma vie était toujours à moi, et je ne laisserais personne me la prendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une vivacité que je n'avais pas ressentie depuis des années. La tristesse était toujours là, nichée dans les coins de ma poitrine comme une ombre tenace, mais elle ne me paralysait plus. Elle s'était solidifiée en quelque chose d'utile, quelque chose qui pouvait m'ancrer au lieu de me noyer. J'avais passé assez d'heures à pleurer la trahison. Il était maintenant temps de protéger ce qui était à moi. Après le petit déjeuner, je me suis assise avec mon café et mon bloc-notes, la liste de la veille me fixant. Je l'ai complétée avec soin, délibérément, en réfléchissant à chaque étape. Je savais qu'il ne fallait pas se précipiter. La hâte mène aux erreurs, et les erreurs étaient quelque chose que je ne pouvais pas me permettre quand les enjeux étaient si élevés. La première chose sur la liste était de trouver un nouvel avocat. J'avais toujours fait appel au même petit avocat de la ville pour les affaires courantes, testament, titre de propriété, questions fiscales. Mais maintenant, j'avais besoin de quelqu'un de plus vif, quelqu'un qui se spécialisait dans le droit des personnes âgées, la protection des actifs, la sauvegarde des personnes contre exactement le genre de vol silencieux que mes enfants avaient commencé à orchestrer. J'ai passé la majeure partie de la matinée
à faire des recherches sur les cabinets de la ville la plus proche, à lire les critiques, à prendre des notes. À l'heure du déjeuner, j'avais choisi un nom, Margaret Chen. Elle avait la réputation d'être méticuleuse, discrète et absolument implacable lorsqu'il s'agissait de protéger ses clients. J'ai appelé son bureau et j'ai pris rendez-vous pour le jeudi suivant. Ça faisait du bien d'agir. Ensuite, je me suis penchée sur mes comptes financiers. J'ai examiné chaque relevé bancaire, chaque portefeuille d'investissement, chaque police d'assurance. J'ai tout compilé dans un classeur, soigneusement étiqueté, des onglets de couleur marquant chaque section. Je voulais entrer dans le bureau de Margaret avec une carte complète de ma vie financière étalée devant elle, ne laissant aucune place à la confusion ou à l'hésitation. J'ai également fait des copies de tout et je les ai stockées dans un coffre-fort à ma banque auquel seul moi pouvais accéder. C'était une simple précaution, mais qui m'a immédiatement fait me sentir plus forte, comme si j'avais pris un morceau de ma vie et l'avais mis hors de portée des mains indiscrètes. Les après-midi, j'ai commencé à trier mes biens matériels. Je suis allée de pièce en pièce, de placard en placard, de tiroir en tiroir. J'ai décidé de ce qui comptait pour moi et de ce qui ne comptait pas. Certaines choses, photographies, héritages, petits trésors de mes voyages, je les ai mises de côté pour les garder en lieu sûr. D'autres articles, ceux dont je n'avais plus besoin ou que je ne voulais plus, je les ai mis en boîte pour les donner. C'était étrangement libérateur, ce processus de curation. Cela me rappelait que ma vie n'était pas définie par l'accumulation d'objets, mais par les souvenirs et les choix que ces objets représentaient. Le soir, je me suis permis de rêver un peu. Si je n'avais plus besoin de laisser ma succession à Suzanne et David, que pourrais-je faire à la place? J'ai pensé aux causes qui me tenaient à cœur. L'éducation, l'alphabétisation, les jardins communautaires, les petites œuvres de bienfaisance locale qui luttaient pour survivre. J'ai imaginé un fonds de bourse pour les étudiants qui aimaient l'histoire autant que moi. J'ai imaginé un don à la bibliothèque locale pour une nouvelle salle de lecture pour enfants. J'ai envisagé de petits actes d'héritage qui vivraient au-delà de moi, non pas comme des héritages à contre-cœur, mais comme des dons librement offerts. Chaque idée me remplissait d'une joie tranquille et constante. Ils avaient pensé pouvoir planifier ma fin pour moi, mais je ne faisais que commencer un nouveau chapitre. Le mercredi, j'avais rédigé une lettre à Margaret, décrivant mes intentions. Je voulais une fiducie entre vifs, pas seulement un testament. Je voulais des stipulations claires sur ma propriété et mes comptes. Je voulais un exécuteur testamentaire indépendant, quelqu'un sans lien personnel avec ma famille, qui veillerait à ce que mes volontés soient honorées sans ingérence ni manipulation. Et surtout, je voulais que chaque document soit protégé par des couches de fortification juridique que Suzanne et David ne pourraient pas franchir sans s'exposer. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de reprendre le contrôle. Il s'agissait de tracer une ligne et de les défier de la franchir. Le jeudi matin, je me suis habillée avec soin pour mon rendez-vous. Une simple jupe grise, un chemisier repassé, des chaussures à talons bas. Je me suis attaché les cheveux proprement, j'ai mis une touche de rouge à lèvres et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait n'était pas fragile. Elle n'était pas confuse, vulnérable ou perdue. Elle était préparée. J'ai conduit en ville, avec le classeur à côté de moi, sur le siège passager. Le soleil du matin tranchant, à travers le pare-brise et réchauffant mes mains. J'ai ressenti un sentiment de but
qui vibrait à travers chaque nerf, comme si mon sang même s'était souvenu de bouger avec intention à nouveau. Le bureau de Margaret se trouvait dans un modeste immeuble du centre-ville. Pas de gratte-ciel brillant, pas de hall en marbre tape à l'œil, juste des lignes épurées, du bois poli et un air de compétence tranquille. Son assistante m'a accueilli chaleureusement et m'a offert du café, mais j'ai refusé. Je voulais avoir l'esprit vif. Margaret elle-même était une petite femme au début de la cinquantaine, avec des yeux vifs et une poignée de main qui transmettait un respect immédiat. Elle a écouté sans m'interrompre, alors que j'exposais tout, ce que j'avais entendu, ce que je soupçonnais, ce que je voulais. Quand j'ai eu fini, elle a souri légèrement et a dit « Vous faites exactement ce qu'il faut. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les options, à élaborer des stratégies, à construire des protections. Quand j'ai quitté son bureau, un épais paquet de documents préliminaires sous le bras, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. En rentrant chez moi, les champs s'étendèrent de chaque côté de l'autoroute, dorés et nus sous le ciel de fin d'automne. J'ai baissé la fenêtre, laissant l'air frais entrer, remplissant mes poumons de quelque chose de propre, de lumineux et de nouveau. Ils avaient fait leur plan. Maintenant, j'avais fait les miens. Et cette fois, la fin serait écrite de ma propre main. Le processus de changer tout ce que j'avais construit au cours d'une vie s'est déroulé plus discrètement que je ne l'avais prévu. Il n'y a pas eu de grande déclaration, pas de changement spectaculaire visible de l'extérieur. Au lieu de cela s'est déroulé en étapes régulières et délibérées, chacune cachée sous les rythmes ordinaires de mes journées. Après ma première rencontre avec Margaret, nous avons mis un plan en marche. Chaque mercredi matin, je me rendais en ville pour m'asseoir avec elle dans son modeste bureau, examiner des documents, signer des papiers, poser des questions jusqu'à ce que chaque clause et chaque détail me soit clair. Il y avait de nouvelles fiducies à établir, des titres à réattribuer, des bénéficiaires à mettre à jour. Chaque compte que je possédais a été redirigé, verrouillé, superposé de protections si denses qu'aucune persuasion ou culpabilité ne pourrait jamais les démêler. C'était une sensation étrange de démanteler les plans que j'avais autrefois faits, avec tant d'amour pour Suzanne et David. Il y a des années, lorsque Frank et moi avons rédigé nos testaments pour la première fois, il semblait si simple, si naturel d'imaginer que tout ce que nous avions construit passerait sans heurts à nos enfants. À l'époque, c'était un acte d'espoir, de confiance. Maintenant, chaque signature, chaque document notarié était un acte de survie. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Quand Suzanne a appelé, généralement pressée entre 2 réunions, j'ai répondu chaleureusement, gardant un ton léger, discutant de choses triviales, la météo, une recette que j'avais essayée, l'avancement de mon jardin d'hiver. Quand David est passé un dimanche après-midi, apportant des pâtisseries achetées en magasin et un sourire creux, j'ai fait du café et j'ai écouté pendant qu'il parlait de travail, de la vie trépidante, de l'épuisement de tout cela. Il n'a rien mentionné sur les testaments ou les projets futurs. Moi non plus. Je les ai laissés croire que tout était exactement comme avant. En vérité, cela n'avait jamais été aussi différent. Tard dans la nuit, après que la dernière tasse de thé ait été finie et que la dernière lampe ait été éteinte, je me suis assise à ma table de salle à manger avec des copies des nouveaux documents étalés devant moi. J'ai lu chaque mot, chaque condition, chaque sauvegarde. Ma maison était maintenant détenue dans une fiducie entre vifs, avec des instructions explicites
qu'elle ne pouvait être vendue ou hypothéquée sans le consentement du fiduciaire. Un fiduciaire qui était un professionnel, un étranger pour mes enfants, immunisé contre leurs charmes ou leurs larmes. Mes comptes d'épargne étaient également protégés, avec des instructions de décaissement claires qui donnaient la priorité aux dons de bienfaisance à des causes que j'avais longtemps soutenues, mais que je n'avais jamais eu les moyens d'influencer en élevant une famille. Des bourses d'études pour les étudiants défavorisés, des subventions pour les bibliothèques rurales, des dotations pour des projets environnementaux dans mon État. Des morceaux de ma vie envoyés vers des avenirs qui n'avaient rien à voir avec les lignées ou les noms de famille. Il y avait des moments où une lueur de culpabilité me rongeait. Non pas parce que je doutais de la justesse de ce que je faisais, mais parce que la vieille partie de moi, celle qui avait passé des décennies à croire que la maternité signifiait un sacrifice sans fin, reculait encore à l'idée de faire passer mes besoins avant les désirs de mes enfants. Cette vieille voix chuchotait insidieusement tard dans la nuit, me rappelant les premiers pas de Suzanne, le diplôme de David, les vacances en famille raclées sur un salaire d'enseignante et la modeste pension de Franck. Mais j'ai fait taire cette voix avec une autre, plus ferme, plus claire. La femme qui avait élevé ses enfants, qui avait pansé les genoux écorchés et était restée éveillée tard pour corriger les dissertations d'université, méritait le respect, pas l'exploitation. L'amour qui exigeait une reddition aveugle n'était pas de l'amour, c'était une transaction, et j'en avais fini de participer à des transactions qui me coûtaient ma dignité. Chaque changement secret, chaque réunion privée avec Margaret ressemblait à une autre brique posée dans la forteresse autour de ma vie. Une forteresse construite non pas pour exclure le monde, mais pour préserver la vie que je m'étais battue pour créer. J'ai appris à porter ces changements en moi, comme un feu caché, réchauffant mes pas, même si le monde extérieur restait inchangé. Les voisins faisaient lui toujours des signes de la main depuis leur porche. Le courrier arrivait toujours chaque matin, un mélange de catalogues et de factures de services publics. Les services religieux s'ouvrait toujours sur des hymnes familiers, et l'épicerie sentait toujours légèrement le café et l'eau de Javel. La vie continuait, comme elle l'avait toujours fait. Mais j'étais différente. Je me déplaçais dans mes journées avec une force secrète, une certitude tranquille que, quelles que soient les tempêtes à venir, quelles que soient les exigences, ou les attentes qui pourraient être déposées à mes pieds, je n'étais plus vulnérable de la manière qui comptait vraiment. Parfois, je surprenais mon reflet dans une fenêtre, en me promenant en ville, une petite femme sans prétention, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, et je me souriais. Qu'il voie la douceur, qu'il suppose que cela signifiait de la faiblesse. Les vrais changements étaient invisibles, enfouis profondément, où personne ne pouvait les toucher. Fin décembre, alors que la ville se préparait pour Noël, Suzanne l'a appelé pour m'inviter à un dîner de famille. J'ai accepté, gardant ma voix joyeuse, notant mentalement d'apporter ma fameuse tarte aux pommes. Il y aurait des rires, des petites conversations, et peut-être une autre enquête subtile sur mes plans, présentés innocemment comme de l'inquiétude. Je sourirais, je les remercierais, et je changerais de sujet. Ils pensaient tout savoir, ils pensaient se préparer à ma fin. Mais seul moi connaissais la vérité. Je me préparais à mon commencement. Le dîner de famille était prévu pour un samedi soir, juste après le Nouvel An. Suzanne a insisté pour l'organiser chez elle, une grande maison de banlieue avec des parquets en bois poli et une cuisine à air ouverte qui sentait toujours légèrement le cirage au citron.
J'ai accepté de venir, apportant ma tarte aux pommes dans le même vieux plat en céramique que j'utilisais depuis des décennies. Il y avait une familiarité dans le rituel qui m'a stabilisée alors que je conduisais sur l'autoroute, passant devant des champs d'hiver nus et des quartiers calmes saupoudrés de givre. Quand je suis arrivée, la maison était déjà remplie du doux bourdonnement de la conversation, du cliquetis de la vaisselle, de l'éclat de rire occasionnel. Suzanne m'a accueillie à la porte avec une accolade rapide, m'embrassant sur la joue avant d'emporter la tarte à la cuisine. David était là aussi, son sourire poli, ses yeux un peu trop calculateurs quand il me regardait. Nous nous sommes rassemblés autour de la table de la salle à manger, chargée de roast-beef, de pommes de terre, de haricots verts et d'une salade de choux frisés que personne n'a vraiment touché. La conversation a coulé assez facilement au début, les banalités habituelles sur le travail, l'école et la météo. J'ai plus écouté que parlé, notant la façon dont Suzanne et David échangeaient occasionnellement des regards, des communications silencieuses qui passaient trop vite pour que quiconque d'autre ne les remarque. Le dessert est venu et reparti. Les assiettes ont été débarrassées. Le café a été servi. Et puis, alors que je sirotais ma tasse, Suzanne a croisé soigneusement les mains sur la table et s'est penchée légèrement en avant, sa voix prenant un ton qui se voulait décontracté. « On a réfléchi, a-t-elle dit, à te faciliter un peu les choses cette année. » David a hoché la tête, son expression soigneusement composée, comme s'il se préparait à faire une présentation au travail plutôt qu'à parler à sa mère. Suzanne a poursuivi, exposant une proposition qui avait clairement été répétée. « Il voulait bien m'aider à organiser mes affaires, a-t-elle dit. Tout était une question de préparation, de s'assurer que les choses étaient en place. Elle a utilisé des mots comme rationaliser et simplifier, comme si ma vie était un placard encombré qu'il devait nettoyer pour mon propre bien. Elle a souri en le disant, le genre de sourire que les gens réservent aux enfants, qui ne savent pas ce qui est le mieux pour eux. David a enchaîné, mentionnant qu'ils avaient déjà contacté un avocat spécialisé en succession, quelqu'un qui pourrait faciliter le processus et s'assurer qu'il n'y ait pas de détails en suspens. Ils avaient à même rédigé des documents préliminaires, juste pour prendre de l'avance, au cas où quelque chose arriverait de manière inattendue. Je suis restée parfaitement immobile, mes mains enroulées autour de ma tasse de café, la céramique chaude contre mes paumes. Suzanne a sorti un dossier de son sac à main, le genre de dossier que vous utilisez quand vous voulez que quelque chose ait l'air officiel, mais pas intimidant. Elle l'a posé sur la table entre nous, avec une douceur étudiée, comme si elle offrait un cadeau. À l'intérieur, je le savais, se trouvaient des documents transférant la procuration, l'accès à mes comptes, l'autorité sur ma maison, mes soins de santé, mes dernières volontés. Ils souriaient. Ils étaient si sûrs d'eux. J'ai souri en retour. Je les ai remerciés pour leur inquiétude. J'ai posé la main sur le dossier, le faisant glisser plus près, faisant semblant de l'étudier, pendant que mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai posé quelques questions polies, en faisant attention à ne pas révéler la colère qui montait en moi comme une marée lente et inexorable. J'ai hoché la tête d'un air pensif, comme si je considérais leurs suggestions, comme si j'étais touchée par leur sollicitude. En réalité, chaque mot qu'ils prononçaient confirmait ce que je savais déjà. Il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait de contrôle, de commodité, de régler ma vie proprement pour qu'ils puissent continuer la leur, sans fardeau. Ils ne se préparaient pas à m'aider,
Il se préparait à m'effacer. Après quelques minutes, j'ai refermé le dossier et j'ai de nouveau souri, les remerciant sincèrement pour leur prévenance. J'ai promis que j'examinerais tout attentivement, que j'y réfléchirais. Ils ont semblé satisfaits de cela, soulagés même. Suzanne a versé plus de café. David s'est penché en arrière sur sa chaise, déjà confiant que l'affaire était réglée. Il ne savait pas que l'encre avait déjà séché sur un autre ensemble de documents. Des documents qui les excluaient de tout ce qu'ils pensaient être sur le point d'hériter. Des documents qui plaçaient mon avenir et mon héritage fermement entre mes propres mains. Je suis resté 1 heure de plus, discutant de choses anodines, complimentant les nouveaux rideaux de Suzanne, demandant à David des nouvelles de son dernier projet au travail. J'ai ri quand c'était approprié. J'ai hoché la tête quand on s'y attendait. Quand je suis partie, la nuit d'hiver s'était approfondie, les étoiles vives et froides contre le ciel sombre. J'ai conduit lentement chez moi, savourant le calme, la sensation du volant sous mes mains, la certitude que j'étais toujours aux commandes de mon propre voyage. À la maison, j'ai posé le dossier qu'il m'avait donné sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas rouvert, je n'en avais pas besoin. Son contenu était maintenant sans importance, une dernière insulte, arrivée trop tard pour faire un réel mal. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune se lever sur les arbres nus. J'ai pensé à quel point il aurait été facile de sombrer dans la colère, de les confronter, de crier, d'accuser et d'exiger des excuses qu'ils ne voudraient jamais vraiment dire. Mais la colère, j'ai réalisé, était un cadeau que je n'avais plus l'intention de leur faire. Le silence était plus fort. Le contrôle était plus silencieux. Ils avaient planifié un avenir où j'étais impuissante, où j'avais besoin d'eux pour naviguer à la fin de ma vie. Au lieu de cela, j'avais construit un avenir où je restais souveraine, intouchable, libre. Leur surprise avait été désagréable. Mais ma réponse serait quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Les jours qui ont suivi étaient vifs et fragiles, comme le vent froid qui balayait les champs vides devant mes fenêtres. L'hiver s'était pleinement installé dans le Missouri. Les arbres dénudés, leurs branches noires se grattant contre le ciel gris pâle, comme des doigts, cherchant quelque chose de perdu. Je me suis surprise à accomplir mes routines avec une clarté que je ne connaissais pas, une résolution constante qui rendait même les matins les plus froids supportables. Suzanne a appelé la première. Sa voix était vive, trop vive, comme une femme qui siffle dans le noir. Elle m'a demandé si j'avais eu le temps de regarder les documents qu'il m'avait laissés, si j'avais des questions. Je lui ai dit que j'examinais toujours tout attentivement, que de telles décisions prenaient du temps. Elle a semblé déçue, mais l'a masqué par des encouragements polis, me disant qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'il voulait juste ce qu'il y avait de mieux. Je pouvais presque entendre la tension dans sa voix, l'impatience pressant contre les bords de ses mots. David a envoyé un texto plus tard dans la nuit. Un court message, juste pour prendre des nouvelles. J'espère que tu vas bien. Fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose. Je l'ai fixé un long moment avant de répondre par un simple « Merci, je vais bien ». Le vent froid a fait vibrer les fenêtres cette nuit-là, et j'ai resserré ma couverture autour de mes épaules, sentant la vieille maison soupirer et craquer contre les rafales. J'ai pensé aux années que j'avais passées à croire que l'amour était une sorte d'abri, que la famille était un endroit où l'on pouvait retourner, peu importe la dureté du monde. Maintenant, j'ai réalisé que l'amour sans respect,
n'était pas un abri du tout. C'était un toit qui fuyait, un mur qui s'effritait, une porte qui claquait quand on en avait le plus besoin. À l'église ce dimanche-là, les gens m'ont demandé des nouvelles de ma famille. J'ai souri et hoché la tête, leur disant que tout allait à merveille, que Suzanne et David étaient occupés, brillants, heureux. Je n'ai pas mentionné le dossier rangé dans le tiroir de mon bureau, les nouveaux documents de fiducie cachés en toute sécurité dans mon coffre-fort. Je ne leur ai pas parlé du silence qui s'était installé entre nous, de plus en plus épais et lourd à chaque jour qui passait. Certaines choses étaient trop privées pour être étalées, même dans la chaleur de la communauté. Un après-midi, alors que j'étais assise sur le porche, emmitouflée dans mon lourd manteau, j'ai regardé un couple d'enfants jouer dans la neige de l'autre côté de la rue. Leur rire portait facilement dans l'air glacial, léger et pur. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai laissé le son m'envahir, me souvenant de l'époque où mes propres enfants étaient si petits, si joyeux, avant que l'ambition et la déception ne les aient endurcis en des personnes que je reconnaissais à peine. Il aurait été facile de laisser l'amertume prendre racine. Il aurait été facile de me voir comme une victime, de les juger du haut de ma propre fierté blessée. Mais je n'ai jamais été du genre à choisir la facilité. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur les petites libertés que je m'étais taillées, les nouvelles œuvres de bienfaisance que je soutenais, les lettres que j'avais écrites à des organisations qui porteraient un jour des morceaux de mon héritage, les livres que j'avais commencé à lire simplement parce qu'ils m'intriguaient, non parce qu'ils étaient aux pratiques ou approuvés. Le vent est devenu plus froid alors que janvier s'éternisait, une présence implacable et hurlante qui battait la maison et arrachait les dernières feuilles des buissons tenaces, le long de la clôture. Je l'ai accueilli. Le froid était honnête. Il ne prétendait pas être chaud. Il ne se parait pas de faux sourires ou de gestes vides. Il était ce qu'il était, et il n'exigeait rien de plus que de la résilience en retour. Suzanne et David ont réessayé la semaine suivante. Un autre appel téléphonique, de David cette fois, plus direct. Il a parlé de délai, de légalité, de l'importance de sécuriser mon avenir, avant que cela ne devienne une urgence. J'ai écouté sans l'interrompre, le cœur calme, l'esprit clair. Quand il a eu fini, je l'ai de nouveau remercié pour son inquiétude, et je lui ai dit que je gérais tout selon mes propres plans. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, un silence lourd de choses qu'il voulait dire, mais qu'il savait qu'il valait mieux ne pas exprimer. Nous avons terminé l'appel avec des politesses tendues, le genre de mots creux qui comblent l'espace où la vraie connexion vivait autrefois. Ensuite, je me suis assise près du feu et j'ai regardé les flammes danser, pensant à la rapidité avec laquelle les relations peuvent changer, à la rapidité avec laquelle la confiance peut être érodée par la peur et l'égoïsme. Le vent froid hurlait dehors, poussant contre les fenêtres, faisant vibrer les vieux cadres de porte. Je l'ai laissé hurler. Je n'en avais plus peur. Je savais qui j'étais. Je savais ce que j'avais construit. Et peu importe comment le monde extérieur battait contre les murs de ma vie, je m'étais fortifiée de l'intérieur. Il pouvait planifier tout ce qu'il voulait. Il pouvait pousser, sonder et plaider. Mais j'avais déjà fait mon choix. Et ce choix était définitif, aussi inflexible que le vent d'hiver. Février est arrivé avec une beauté fragile, le genre où le ciel restait pâle toute la journée et où la terre semblait dormir sous une fine croûte de givre. J'ai traversé ces semaines tranquilles avec un sentiment de finalité que je n'avais jamais connu auparavant,
une certitude que, peu importe comment le monde autour de moi changeait, mon cap était fixé. Les derniers documents ont été livrés à ma maison dans une enveloppe épaisse avec l'adresse de retour du cabinet de Margaret, soigneusement imprimée dans le coin. Je l'ai ouverte avec précaution, mes mains stables, et j'ai étalé les papiers sur la table de la salle à manger. Chaque page portait la marque de mes décisions, chaque clause un rappel que ma vie, mon avenir, mon héritage, m'appartenaient et à moi seule. J'ai signé les derniers formulaires avec le même stylo que j'avais utilisé pour signer mon premier contrat d'enseignante des décennies plus tôt. D'une certaine manière, cela semblait approprié, comme si une ère de ma vie tendait la main pour serrer celle de la femme que j'étais devenue. Quand j'ai eu fini, j'ai scellé les documents. Je les ai mis dans le coffre-fort et je me suis adossée à ma chaise, laissant échapper un souffle qui semblait avoir été piégé dans ma poitrine depuis des mois. La maison autour de moi se tenait silencieuse et forte, les murs épais de souvenirs, les sols usés mais fidèles sous mes pieds. J'aimais cette maison, non pas pour sa valeur monétaire ou sa taille, mais pour la vie qu'elle avait contenue. Le rire de Frank dans la cuisine, les empreintes de pas boueuses de Suzanne et David dans le couloir après les matchs de football, l'odeur des dîners de fête qui ramenaient autrefois tout le monde à la maison. Même maintenant, avec le froid dehors et la distance au sein de ma propre famille, la maison semblait vivante, loyale d'une manière que les gens oubliaient parfois d'être. J'ai passé mes journées comme je le voulais, sans me soucier des attentes ou de la culpabilité. J'ai lu de longs romans près du feu. J'ai fait du pain qui a rempli les pièces de chaleur. J'ai marché lentement dans mon jardin, imaginant comment il fleurirait au printemps. J'ai envoyé des dons anonymes à la bibliothèque de la ville, au refuge pour femmes, à la banque alimentaire communautaire. De petits actes de gentillesse, délibérés et privés. Suzanne et David ont continué à appeler de temps en temps, leur voix empreinte d'une fausse gaieté, faisant attention de ne pas trop insister. Ils attendaient, j'ai réalisé, s'accrochant toujours à la croyance que je finirais par retomber dans de vieilles habitudes, que j'oublierais le vent froid qui m'avait appris qui j'étais vraiment. Mais je me souvenais du dossier posé entre nous sur la table de Suzanne, des sourires qui n'avaient pas atteint leurs yeux, des plans murmurés, à mon insu ou sans mon consentement. Et je me suis souvenu du moment où j'ai choisi de tracer une ligne qu'il ne pourrait plus franchir. Les invitations sont arrivées pour Pâques, une autre réunion de famille, une autre chance de jouer les rôles que nous connaissions tous par cœur. J'ai poliment décliné, invoquant la santé, bien que ce ne soit pas la maladie, mais la clarté qui m'a tenue à l'écart. J'ai passé ce dimanche matin à marcher sur les sentiers derrière ma maison, la terre gelée commençant à dégeler, de petites pousses vertes perçant le sol. La vie persistait, non pas de la manière que j'avais autrefois imaginée, non pas par la continuation nette des lignées et des héritages, mais par une croissance têtue et silencieuse, par le choix de vivre selon mes propres termes, la tête haute et le cœur intact. Un soir, assise près du feu, avec une tasse de thé réchauffant mes mains, je me suis permis de regarder en arrière, non pas avec amertume, mais avec une sorte de grâce détachée. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même qui avaient existé au fil des ans. La jeune enseignante enthousiaste, la mère occupée, la veuve en deuil, la grand-mère patiente. Chacune avait donné quelque chose, s'était un peu pliée pour répondre aux besoins des autres. Mais cette version de moi-même, la femme assise seule dans la lumière déclinante,
enveloppée de paix comme d'une seconde peau, avait enfin gardé quelque chose pour elle. Elle avait refusé d'être une note de bas de page dans sa propre histoire. Alors que les dernières braises crépitaient et que la maison s'enfonçait plus profondément dans la nuit, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais tout à fait saisi auparavant. Une fin n'est pas simplement quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous écrivez, mot par mot, choix par choix. J'avais choisi ma fin. Pas une de peur, pas une de reddition silencieuse, mais une de dignité, une de pouvoir, une de respect de soi silencieux et inébranlable. Et alors que le vent froid faisait vibrer les fenêtres, et que le monde extérieur tournait dans sa course incessante, je suis restée assise dans mon fauteuil, écoutant le battement régulier de mon propre cœur, et j'ai souri, parce que cette fin était la mienne.